Le besoin de changement devient très clair. L'inflation dure depuis beaucoup trop longtemps. Les prix ont augmenté. Le mari de beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur manufacturier a perdu son emploi. Il y a des familles où la femme est maintenant devenue le principal soutien du foyer. Les 4 dernières années ont été marquées par beaucoup trop de chaos. Les gens ont l'impression que plus personne n'a les moyens de vivre de façon stable. Même à Boca, un endroit qui devrait normalement être paisible, on a le sentiment que les filles ne peuvent plus marcher dans la rue comme avant en toute sécurité. C'est à ce moment-là que tous les slogans sur une économie formidable commencent à perdre face à une facture d'épicerie tout à fait ordinaire. Quelques instants plus tard, la ville a finalement sa réponse. Andy Thompson sera le prochain maire. Dans l'heure précédente, le superviseur des élections du comté de Palm Beach avait terminé le recomptage dans l'une des courses les plus serrées que la ville ait jamais connues. C'est une nouvelle semaine et un nouveau désastre électoral pour le président. Cette fois, cela se produit dans la propre cour arrière de Trump, dans un district qu'il avait massivement soutenu en 2024. À Boca Raton, en Floride, les électeurs ont choisi le démocrate Andy Thompson comme maire, faisant de lui le premier maire démocrate de la ville depuis plus de 30 ans, après une course si serrée qu'elle a été décidée par seulement 5 voix. Rien que cela serait déjà notable, mais c'est l'emplacement qui donne à ce résultat une importance politique bien plus grande. Boca Raton se trouve dans l'une des zones les plus fortement républicaines de la Floride, tout près du bastion politique de Trump à Mar-a-Lago. Quand une ville comme celle-là change de camp, même à quelques voix près, cela dit quelque chose de très clair sur l'humeur politique qui se répand à travers le pays. Quand même l'arrière-cour commence à changer de ton, la salle de presse n'est plus assez grande pour cacher le vrai signal. Ce qui est admis même dans les discussions du camp républicain, c'est qu'il se trouve réellement dans une zone de danger. Si l'on regarde les tendances historiques, le parti au pouvoir finit souvent par devenir l'objet d'un référendum et perd des sièges. C'est une véritable montée difficile, et il faut le reconnaître franchement. Mais leur contre-argument, c'est qu'une élection n'est pas un référendum, c'est un choix. Quand on regarde les sondages, si on place les électeurs devant le choix républicain ou démocrate, selon un sondage de NBC, les républicains devancent les démocrates de 27 points sur la sécurité à la frontière, de 22 points sur la criminalité, de 8 points sur l'immigration, et les deux camps sont à égalité sur l'économie. Selon cet argument, si les républicains se concentrent sur les enjeux plutôt que sur les distractions, ils gagnent. Toujours selon le point de vue rappelé de Joe Manchin, si les démocrates veulent un jour reprendre le pouvoir, devenir majoritaires ou avoir un président démocrate, ils doivent se raccrocher au terrain commun de ce qui se passe, ils doivent écouter des gens comme John Fetterman et non des gens comme Chuck Schumer. Mais justement, John Fetterman est écarté d'un revers de la main par des dirigeants du parti comme James Carville et plusieurs autres. À cela s'ajoute la question de la stratégie de gouvernance des démocrates. Ils peuvent gagner cette élection, ils peuvent gagner les élections de mi-mandat parce qu'il s'agit d'une tendance historique, et l'opposition à Trump peut être une stratégie à court terme, mais elle ne peut pas être la stratégie de 2028. Cela ne les mènera pas à la terre promise. Enfin, les démocrates doivent encore régler leurs divisions internes sur Medicare for All, sur Israël, sur les épiceries gérées par l'État et sur toute une série d'autres questions. Le camp Trump aime toujours transformer chaque échec en problème de communication, jusqu'au moment où les bulletins de vote commencent à répondre avec des chiffres très précis. Cependant, comme je l'ai déjà rapporté à maintes reprises rien que cette année, ce qu'il faut regarder ici, ce sont les tendances. Le résultat en Floride fait partie d'un mouvement plus large qui se développe discrètement depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. À travers le pays, les démocrates ont repris plus d'une douzaine de sièges au niveau local et dans les assemblées législatives des États, dans des zones qui avaient auparavant voté massivement pour Donald Trump. Au New Hampshire, le démocrate Bobby Boudman a récemment repris une circonscription rurale républicaine à la Chambre de l'État, là où Trump avait gagné assez confortablement lors de l'élection précédente. Le Parti démocrate au New Hampshire a en fait prolongé sa série de victoires lors d'élections spéciales cette nuit-là. Lorsque Bobby Boudman a battu le républicain Dale Fincher pour reprendre un siège législatif d'État dans un district où Trump avait gagné par 9 points en 2024. Le Democratic Legislative Campaign Committee a indiqué qu'à l'échelle nationale, les démocrates ont repris 28 sièges dans des territoires rouges et des zones charnières, seulement depuis l'élection de Trump. En Géorgie, si l'on revient à l'an dernier, le démocrate Eric Bell a repris un siège à la Chambre de l'État
dans un district que Trump avait remporté par un écart à 2 chiffres. Et si l'on regarde ce qui se passe en Géorgie en ce moment, le démocrate Sean Harris a forcé un second tour dans la course pour le siège de Marjorie Taylor Greene. La situation décrite alors par NBC News était que la course allait se rendre au second tour. Sean Harris, le candidat démocrate, et Clay Fuller, le candidat républicain, allaient décrocher les 2 premières places. Aucun autre candidat ne pouvait se glisser dans le top 2, et ces deux-là allaient donc avancer vers le second tour d'avril. Même si, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de conclusion sur qui finirait premier ou deuxième, la tendance du vote qui se dessinait montrait déjà que Sean Harris avait tout à fait la possibilité de terminer en première position. À ce stade, la chose la plus difficile pour le camp Trump n'est plus de trouver un surnom pour l'adversaire, mais d'expliquer pourquoi la carte change de couleur dans des endroits qui étaient censés être sûrs. Si l'on regarde chacun de ces cas séparément, cela peut ressembler à de simples histoires politiques locales. Mais quand on les place côte à côte, ils commencent à raconter une histoire plus vaste. Les analystes politiques regardent souvent les élections spéciales et les courses locales comme des indicateurs précoces de ce qui va se produire plus tard dans l'année, surtout quand tout le monde regarde vers les élections de mi-mandat. Et en ce moment, le déplacement semble aller dans une seule direction. Les démocrates ont repris d'innombrables sièges à l'échelle nationale depuis le retour de Trump au pouvoir, tandis que les républicains ont du mal à produire des gains comparables. Un schéma comme celui-là signale habituellement quelque chose de beaucoup plus profond que des campagnes individuelles. Et cela ne vient pas seulement des observateurs extérieurs. Il suffit de demander à des républicains comme Rand Paul comment ils se sentent face aux élections de mi-mandat à venir. L'inquiétude formulée ici est très directe. Si le parti républicain est divisé, est-ce que cela mènera seulement à des pertes aux élections de mi-mandat? Et s'ils perdent leur majorité, est-ce que cela placera le GABE dans une position très défavorable pour faire avancer ses priorités? La réponse donnée, c'est que le problème ne réside pas dans un parti divisé, mais dans le prix élevé du pétrole. Selon cette lecture, l'élection de 2026 les place déjà en position défavorable sur le plan électoral. Si on ajoute à cela un prix élevé de l'essence, un prix élevé du pétrole, et si les États-Unis sont encore en train de bombarder l'Iran par ce qu'on appelle une action kinétique, même si beaucoup ne veulent pas appeler cela une guerre, mais si ces actions kinétiques poussent le prix du pétrole au-dessus de $100 le baril, alors une élection désastreuse devient tout à fait envisageable. C'est le genre d'avertissement très concret. La guerre peut être emballée dans des mots musclés, mais la station-service, elle, parle toujours avec son panneau de prix. À Boca Raton, la campagne qui a fait basculer la mairie s'est fortement concentrée sur des questions comme l'abordabilité, le coût du logement et les préoccupations liées au développement local. Ce sont des questions que les électeurs disent de plus en plus clairement être liées aux politiques économiques nationales, et le mécontentement face à la manière dont l'administration actuelle gère ces préoccupations apparaît aussi ailleurs. Dans plusieurs élections récentes, les candidats démocrates qui se sont concentrés sur la hausse du coût de la vie, l'incertitude économique, les infrastructures locales ou les enjeux de logement ont remporté du succès. Quand le coût de la vie grimpe, les électeurs s'intéressent souvent moins au spectacle politique et reviennent à quelque chose de beaucoup plus simple, qui a allégé leur portefeuille. L'état d'esprit des électeurs ici est lui aussi très clair. Certains disent être très déçus par la manière dont cette première année se déroule. La déception vient du fait que le pays semble avoir perdu beaucoup trop de vue les objectifs de ce que ce pays pourrait et devrait être. Les divisions sont devenues énormes. L'idée d'entrer dans une nouvelle ère de conflit avec l'Iran est effrayante. Et pour beaucoup de gens, voter veut dire choisir la personne qui protégera les petites gens d'en bas, les enseignants, les travailleurs communautaires. Aucun communiqué de victoire ne fait baisser le prix des maisons et aucune publication furieuse ne rend un quartier plus sûr. La course en Géorgie est elle aussi présentée comme quelque chose de très important. Il s'agissait d'un candidat soutenu par Trump dans un district très rouge. Il aurait dû être capable de conclure la course, de franchir le seuil des 50%. En réalité, Clay Fuller venait même tout juste de recevoir la visite du président Donald Trump le mois précédent. Maintenant, ces deux candidats vont se retrouver au second tour le 7 avril. Certains feront valoir que la droite était trop fragmentée et que Fuller va maintenant récupérer tous ses votes. Mais lorsqu'on s'est assis avec le candidat démocrate Sean Harris, un ancien brigadier général de l'armée, ce qui est apparu, c'est qu'il mène sa campagne sur des enjeux concrets. Il fait campagne à la base, en allant de porte en porte. Comme dans bien des États,
il y a eu un redécoupage électoral en Géorgie, si bien que certains électeurs de West Cobb ne savaient même pas qu'ils faisaient partie de sa circonscription. Il mène campagne sur le fait que beaucoup de gens sont confrontés à des Forever Chemicals dans leur eau. Et il souligne aussi qu'il soutient le port d'armes dissimulé, de sorte que les républicains ne peuvent plus continuer à l'attaquer avec leurs vieux arguments. Le camp Trump aime beaucoup parler de force absolue, jusqu'au moment où une course dans une zone très rouge doit quand même aller en prolongation. Le message de Sean Harris est entièrement structuré autour de l'économie. Il tourne autour de l'abordabilité. Donald Trump n'aime peu être pas ce mot. Mais la réalité, c'est que les gens qui ne sont pas riches travaillent 2 ou 3 emplois pour essayer de joindre les deux bouts, et qu'au final, ils n'y arrivent toujours pas. Le mot abordabilité peut agacer certaines personnes dans le camp Trump, mais le loyer, lui, ne suit pas le scénario d'une campagne. Et lorsque de tels thèmes résonnent dans des districts qui penchaient auparavant vers les républicains, cela suggère que les électeurs sont peu, être en train de réévaluer le parti au pouvoir et de se reposer la question de savoir qui se soucie réellement d'eux. Cela suggère que les électeurs sont peu, être en train de réévaluer le parti au pouvoir. C'est le moment où la propagande commence à toucher son plafond. Les gens peuvent écouter les querelles à la télévision, mais ils savent quand même eux-mêmes qui tient le volant pendant que leur vie devient plus difficile. Même dans un district très conservateur, cela reste une partie du message que les démocrates essaient de porter. Et lorsque le récit revient vers la Géorgie à l'échelle de l'État, la question posée est la suivante. Si Biden a remporté cet État en 2020, puis que Trump l'a repris en 2024, mais que les démocrates font quand même des gains cette année dans d'autres districts du GOP, que font-ils pour transformer cet élan en pouvoir durable dans l'État de Géorgie? La réponse donnée, c'est que, le soir même où avaient lieu les élections au poste de gouverneur en Virginie et au New Jersey, les démocrates ont aussi remporté leurs 2 premières victoires à l'échelle de l'État hors fédéral en 20 ans, en faisant élire 2 démocrates à la PSC. Ensuite, ils ont enchaîné en reprenant un district de la Chambre de l'État où Trump avait eu une avance de 12 points. Leur argument est que l'élan est là parce qu'ils le construisent par l'organisation. Ils présentent aux gens de Géorgie un argument très direct. Ils n'ont pas à continuer d'endurer cela. Dans leur État, les républicains sont au pouvoir depuis 23 ans. Le rêve américain est aujourd'hui moins accessible qu'il y a 23 ans quand les républicains ont pris le pouvoir. C'est le message qu'ils portent aux électeurs. Et, en réalité, les électeurs n'ont même pas besoin qu'on le leur explique, parce qu'ils le vivent eux-mêmes dans leur vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des élections, ils sortent pour voter contre Trump et contre la direction républicaine, parce qu'ils en ont assez. Si un parti gouverne trop longtemps pendant que le rêve américain s'éloigne de plus en plus, un nouveau slogan n'est parfois qu'une nouvelle couche de peinture sur le même vieux mur. Comme je l'ai déjà dit auparavant, on ne peut pas continuer à traiter tout de fake news quand le portefeuille commence à s'alléger. Les Américains ressentent la douleur causée par cette administration. Les déplacements politiques commencent souvent au niveau local. Ils apparaissent d'abord dans les conseils municipaux, les courses législatives des États et les élections spéciales. Et, historiquement, c'est exactement comme cela qu'une vague commence. Au bout du compte, le portefeuille est le bulletin d'information le plus difficile à contrôler, parce qu'il ne participe pas aux conférences de presse, n'accepte pas le spin et ne clique pas non plus sur « j'aime » pour les slogans.